Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du film Taxi Driver de Martin Scorsese. C'est parti, générique. En 1976 est sorti au cinéma le film Taxi Driver de Martin Scorsese qui a remporté la même année la Palme au Festival de Cannes et qui est rentré dans le cercle très fermé des films cultes. Pourquoi? Parce que Scorsese a su sublimer la ville de New York avec sa caméra, mais aussi parce que le premier rôle est tenu par Robert De Niro qui est juste magistral. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas, là encore, traiter des caractéristiques techniques du film. Je laisse ça à d'autres. Moi, je vais me focaliser sur les idées qui sont développées à l'intérieur de ce chef-d'œuvre. Malheureusement, je vais devoir divulgacher toute l'intrigue de Taxi Driver pour que je puisse déployer toute mon analyse. Dans ce cas, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le voir et à revenir plus tard. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Taxi Driver prend place à une époque bien particulière. Nous sommes à New York dans les années 70. À cette époque-là, la ville n'est absolument pas celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est une ville sale, insalubre, où règne l'insécurité. Et c'est dans ce cadre précis que l'on retrouve Travis. Travis, c'est un jeune homme, il a 26 ans et c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il a un problème de santé majeur, c'est qu'il souffre d'insomnie. Il n'arrive pas à fermer l'œil la nuit. Par conséquent, il ne peut pas faire un travail classique et il devient taxiteur de nuit. Il a des horaires complètement délirants. Il commence à peu près à 6 heures du soir pour finir le lendemain à 8 heures du matin et il va dans les quartiers les plus chauds, les plus sensibles de la ville de New York. Donc Travis, il a des conditions de travail très pénibles et surtout, il est directement lié à ce que lui, il appelle la lie de l'humanité, la racaille, c'est-à-dire des individus qui succombent à tous les vices et qui sont directement à l'arrière de son taxi. Il ne montre rien parce qu'il est très professionnel, mais il n'en pense pas moins. Ça l'agace, il a de la haine contre ces individus. Il aimerait que la ville de New York soit nettoyée de ces derniers, comme lui, il va nettoyer chaque matin après son service la banquette arrière de son taxi. La vie de Travis, elle est particulièrement pénible parce que, en plus de souffrir d'insomnie, il souffre également de solitude. Il n'a pas de copine, il n'a pas d'amis et sa famille est extrêmement loin. Il n'existe pour personne. En réalité, il est constamment renvoyé à sa fonction. Il est le chauffeur de taxi, le taxi driver. C'est d'ailleurs le titre du film. Il n'est rien pour personne et il vit les mêmes journées constamment. C'est une boucle qui ne cesse de se répéter. Cette solitude le pèse, mais il essaye quand même de parler aux autres et notamment aux femmes. Mais à chaque fois, ça se solde par des échecs parce que vu que Travis n'a pas l'habitude de parler à d'autres personnes, eh bien, il est presque inapte. Il n'arrive pas à avoir des conversations à peu près normales ou du moins à être intéressant. Ce qui est terrible parce que dans le fond, Travis, c'est un mec bien qui a juste été marqué par la guerre du Vietnam. Et même les discussions avec les autres chauffeurs de taxi ne sont pas du tout intéressantes. Ils discutent juste pour discuter, mais ce ne sont pas des amis. Tout au plus, ce sont juste des collègues de travail. Après sa journée de travail, Travis rentre chez lui, un appartement insalubre, il ne fait rien, il reste seul et tout au plus, il va dans un cinéma pour adultes voir un film X. Mais même là, il ne trouve pas de plaisir parce qu'il ne se soulage pas directement dans le cinéma, parce que même ça ne l'intéresse pas. Mais il y a une personne qui attire l'œil de Travis depuis maintenant un petit moment, c'est Betsy. Betsy, c'est une très belle femme, elle est jeune, à peu près le même âge que Travis, et elle est très classe. Elle doit venir d'ailleurs d'un milieu assez favorisé. Elle travaille dans un QG de campagne du sénateur Palatine qui souhaite devenir président des États-Unis. Elle est belle, elle est jeune, elle représente la pureté. Elle est d'ailleurs habillée de blanc. En fait, c'est une sorte de rose au milieu d'un no man's land. Et Travis devient obsédé par Betsy. Il ne cesse de l'observer et il aimerait pouvoir lui parler. Mais un jour, il prend son courage à deux mains et il se rend directement dans le QG de campagne de Betsy pour lui proposer d'aller boire un verre. La jeune femme est intriguée parce que Travis a su la sonder. Il lui dit qu'il est seul et il voit bien que même si elle est au milieu de son QG de campagne, avec tous les téléphones et tout ce qu'elle a à faire, au final, elle-même souffre également de solitude. Et c'est pour ça que Betsy accepte d'aller boire un verre avec Travis à la sortie de son travail. La discussion entre les deux est assez gênante parce que Travis n'a pas les codes et surtout il manque de culture par rapport à Betsy. Il fait notamment des fautes d'anglais, mais il va y avoir
voir quelque chose d'intéressant, c'est quand Betsy va lui dire que quand elle le voit, ça lui fait penser à une musique sur l'histoire d'un homme qui est plein de contradictions. Et ça, c'est une idée qui va rester dans un coin de la tête de Travis. Dans tous les cas, il est content car il a réussi à lui parler et avoir un rendez-vous directement avec elle. Donc, ça remplit son cœur de joie. Quelques jours plus tard, Travis a dans son taxi, comme client, le sénateur Palatine. Au début, ce dernier est agacé parce qu'il aurait voulu prendre la limousine et quand Travis le reconnaît, il lui dit qu'il va voter pour lui, qu'il connaît des gens qui travaillent également pour lui dans son QG de campagne, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, le sénateur fait mine de s'intéresser aux déclarations de Travis et il lui demande même son avis sur la politique du pays. Encore une fois, Travis répond à côté parce qu'il n'est pas habitué surtout de parler à des gens qui sont issus entre guillemets de la haute, et par la suite le sénateur quitte le véhicule quand il arrive à son restaurant et il salue Travis chaleureusement. Mais tout ça c'est bien entendu hypocrite, ça reste un homme politique. Le même soir, une jeune fille qui est une prostituée du nom d'Iris rentre dans la voiture de Travis. Elle essaye de fuir son Mac, mais ce dernier la rattrape, il la reprend dans le véhicule et il donne à Travis 5 $ pour qu'il oublie ce qu'il a vu. Et Travis, là encore, il ne dit rien, il est spectateur de tout ça. En fait, Travis, même si tout ceci le dégoûte, tout cet univers particulièrement malsain de ce New York des années 70, il ne dit jamais rien. Il laisse faire, il est le spectateur. C'est le chauffeur de taxi. Il emmène les gens d'un point A à un point B et c'est tout. Par la suite, Travis décide d'inviter Betsy au cinéma. Elle accepte le rendez-vous, il se fait tout beau, il lui offre un CD et il l'emmène voir un film. Sauf qu'il ne l'emmène pas voir un film classique, puisqu'il l'emmène en réalité dans un cinéma pour adultes voir un film X. Ça dégoûte profondément Betsy qui quitte la salle et décide de couper les ponts avec Travis. Là, c'est un énorme coup dur pour lui parce qu'il va tomber de 10 étages, c'est la douche froide, c'est la désillusion parce qu'au final, il se dit que Betsy, elle est comme tout le monde, c'est-à-dire froide et distante. Lui qui avait posé tous ses espoirs en Betsy pour avoir un semblant de vie normale, ne comprend pas, il est dégoûté et là, petit à petit, le personnage va commencer à basculer. Il va y avoir deux événements importants, à la fois la rupture de Betsy, si on peut appeler ça une rupture, et en parallèle, quelques jours plus tard, Travis prend un client qui est d'ailleurs interprété par Martin Scorsese, c'est un caméo, et ce dernier lui demande de s'arrêter à un coin de la rue, de regarder l'immeuble en face, et il voit une femme, la silhouette d'une femme. Le gars lui explique que c'est sa femme, mais le gros problème c'est que ce n'est pas sa maison. Et ça veut dire qu'en gros, il se fait cuck, c'est un candole. Sa femme le trompe avec un autre homme. Travis reste silencieux et l'homme lui explique que de toute façon, le problème va être réglé puisqu'il va acheter un 44 Magnum et tuer sa femme. Et il lui explique pendant de longues minutes pourquoi le 44 Magnum est particulièrement dévastateur, surtout sur un visage humain. Ces deux événements, ils sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que Travis tombe dans une forme de nihilisme, de ressentiment. C'est la désillusion du fait que Betsy a décidé de couper les ponts. Et en parallèle, ses seuls contacts avec le reste de l'humanité, ce sont des contacts de ce type avec des individus malsains qui veulent faire montre de leur violence. Et là, Travis, il se dit une chose. Pourquoi moi aussi je ne ferai pas la même chose? Après tout, tout le monde le fait. Donc, je vais moi aussi embrasser cette violence-là pour trouver un but, un objectif à mon existence. C'est à partir de ce moment-là que l'état d'esprit de Travis va basculer. Chaque matin, il va faire du sport, des pompes et des tractions, il va arrêter de manger gras ou de la malbouffe et arrêter son traitement pour le sommeil qui est inutile. On pourrait se dire alors que c'est un nouveau départ pour Travis et qu'il va utiliser la frustration et le ressentiment qu'il a accumulé pour des objectifs qui vont être intéressants pour lui, c'est-à-dire aller voir d'autres personnes, discuter, trouver peut-être un autre emploi. Mais non, c'est absolument pas le cas parce qu'il décide de se lancer dans une croisade de violence. Et dans un premier temps, il va acheter des armes auprès d'un contact d'un collègue de travail. Mais au lieu d'acheter une arme, ce qui pourrait être légitime au regard de son travail dangereux, il va en acheter 4.
dont un 44 Magnum, ce qui est complètement délirant au regard de ses besoins. Il va donc s'entraîner, notamment au maniement des armes, et pratiquer quotidiennement le tir. Donc la nuit, il travaille, il est en contact avec la Ligue de l'Humanité, et le lendemain, il décide de faire du sport et de pratiquer le tir. Désormais, Travis, il a une mission, il a un objectif, il a un but dans sa vie, c'est de tuer le candidat Palatine. Il ne lui a rien fait, il n'a pas spécialement de la haine contre lui, mais c'est un moyen de tuer symboliquement la relation qu'il avait avec Betsy, puisque cette dernière travaille pour lui, et ça devient une obsession. En parallèle de sa volonté de tuer le candidat Palatine, Travis sympathise avec Iris, la jeune prostituée qui est sous le joug de Mac, joué par Harvey Keitel, qui a une relation extrêmement bizarre avec elle, puisque d'un côté, eh bien, il la prostitue, mais de l'autre, il est amoureux d'elle. Et Travis, il est dégoûté par ce proxénète parce que il représente, c'est la quintessence de tout ce qui va mal dans cette ville de New York. Il demande à Iris d'arrêter de faire ce qu'elle fait, mais elle, eh bien, ça ne la gêne pas, même si forcément ça l'impacte psychologiquement, et elle se laisse faire, ce qui ne convient absolument pas à Travis. Un soir, Travis se rend dans une épicerie pour acheter à manger, et là, l'épicier se fait braquer. Travis sort son arme, il tue le braqueur et il a un petit moment de panique parce que, en fait, il n'a pas de permis de port d'armes. L'épicier lui dit que de toute façon, il va s'en occuper et Travis part. Là, on voit bien que le personnage a fini son processus de radicalisation puisqu'il a tué un homme de sang-froid et que ça lui fait rien. Il repart chez lui tranquillement et l'épicier s'occupe du reste. Vers la fin du film, Travis se lance donc vers cet objectif final de tuer le candidat Palatine. Il se fait une crête iroquoise, c'est une référence aux Mohawks. Les Mohawks n'ont pas peur du vide et vont jusqu'au bout. Eh bien, c'est ce que compte faire Travis, qui va essayer de tuer au cours d'un meeting le candidat. Le problème, c'est qu'il se fait repérer par la sécurité et il décide de fuir et de se cacher dans son appartement. Donc là, il y a une désillusion encore une fois par rapport à sa mission. Il n'a pas été capable de tuer le candidat Palatine. Donc il n'a plus de but, il n'a plus d'objectif dans sa vie. Mais il a soudainement une idée. Il va aller libérer Iris de son Mac. Et il se rend donc directement dans le bordel. Il tue le proxénète, un de ses hommes de main, mais également un client. La fusillade est particulièrement sanglante et Travis se prend plusieurs balles, une dans le cou mais également une autre dans le bras. Il arrive à tuer tout le monde, à sauver Iris qui d'ailleurs pleure devant cette scène qui est juste atroce. Et là, Travis essaye de sauter la vie avec l'une des armes du client. Le problème c'est qu'il n'y a pas de balles. Donc, il décide d'agoniser sur le canapé. De toute façon, il est tellement blessé qu'il va probablement y laisser la vie. Mais en réalité, on apprend que Travis a survécu à ses blessures. Il est resté pendant plusieurs mois dans le coma et c'est devenu un petit héros local parce qu'il y a eu une série d'articles de presse relatant l'histoire de ce taxi driver qui a décidé de se soulever contre la pègre. Il a même reçu une lettre de la famille d'Iris qui le remercie d'avoir sauvé leur fille et que cette dernière a repris des études. Désormais, elle a une vie à peu près normale. Lors de la dernière scène du film, on retrouve Travis qui est redevenu un chauffeur de taxi et il doit prendre une cliente. Il s'avère que cette cliente c'est Betsy qui a beaucoup d'admiration pour Travis. On sent qu'elle est limite attirée par lui par rapport au fait qu'il était considéré comme un héros parce qu'il a sauvé Iris. Malgré tout, Travis conserve une sorte de distance avec elle. Cependant, il ne lui fait pas payer la course. Il la laisse chez elle et il repart. Et lors du dernier plan du film, on voit Travis qui roule, mais qui d'un coup regarde dans le rétroviseur comme s'il était inquiet ou comme s'il avait vu quelque chose. Et c'est comme ça que se termine Taxi Driver de Martin Scorsese. Maintenant que j'ai divulgaché toute l'intrigue de Taxi Driver, il convient d'analyser en détail le film. Tout d'abord, il faut se pencher sur la personnalité de Travis. Travis est un homme qui a été marqué par la vie, suite à sa participation à la guerre du Vietnam. Il a aussi bien été marqué psychologiquement, ce qui a causé son insomnie, mais aussi physiquement. Dans une scène du film, on le voit faire des pompes et on peut constater qu'il a été blessé dans le dos. Donc c'est un homme qui a été marqué par ce conflit et d'ailleurs on voit qu'il n'en parle jamais directement dans le film. Il garde ça en lui, il ne parle jamais de la guerre du Vietnam, de ce qu'il a vu là-bas. En réalité, on sait qu'il a été soldat parce qu'au début du film, il discute avec le patron de la société de taxi qui est également un vétéran et parce qu'il conserve aussi en parallèle certaines tenues militaires. Donc on voit qu'il a été marqué par ce conflit et il a été marqué au fer rouge.
Si Travis a participé à ce conflit, c'est sûrement parce qu'on lui a vendu un narratif qui était le suivant: vous allez défendre la liberté et la démocratie dans un pays étranger, vous allez défendre les valeurs de l'Amérique partout sur la planète, ici au Vietnam. Sauf qu'il y a un décalage entre ce discours-là et ce que voit Travis au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, Travis, il voit le pire de l'humanité par le biais de ses clients. Donc, il est obligé de se dire, mais en fait, je me suis sacrifié, j'ai sacrifié mon corps et mon esprit dans une guerre inutile pour des gens qui ne le méritaient pas. Je suis parti dans une guerre difficile, j'ai laissé ma santé mentale et mon physique pour des gens qui se vautrent dans le vice, dans cette ville de New York. Et aujourd'hui, je suis un simple taxi driver, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Travis, il est toujours considéré par rapport à son métier. C'est le chauffeur de taxi et anciennement, c'était le soldat. Il a un rôle de subalterne dans la société. Il n'existe pour personne. Selon le sociologue David Morgan, un homme a besoin de plusieurs objectifs pour avoir une sorte de sens dans sa vie, pour avoir un objectif, un but déterminé. C'est soit en devenant père de famille, soit en devenant mari, soit en apportant quelque chose au groupe, à la collectivité ou à la communauté. Le problème, c'est que Travis, il ne coche aucune de ces cases. Il n'a pas de copine, il n'est pas marié, il n'a pas de famille, puisqu'il n'a pas d'enfant et que sa véritable famille est beaucoup trop loin. En fait, il y a une distance géographique énorme. Et enfin, il n'apporte pas grand-chose à la communauté parce qu'il est largement remplaçable, Travis. Si demain il décède, on prendra juste un autre chauffeur de taxi parce qu'il compte pour personne après tout. Mais surtout, Travis, il souffre de la solitude. Il est seul constamment. Et c'est un sujet sérieux, la solitude, puisqu'aujourd'hui, près de 500 000 jeunes en France souffrent de ceci. Et le problème, c'est que ce chiffre doit être sous-estimé parce que c'est très difficile de constater véritablement de qui est seul aujourd'hui, puisque, comme son nom l'indique, un individu qui souffre de la solitude, eh bien, il est là pour personne et il ne peut pas le signaler directement. La solitude, c'est devenu un sujet sérieux, notamment dans des pays développés où petit à petit s'est effacée la notion de groupe, la notion de collectif. Mais en réalité, Travis a raison sur une chose, tout le monde souffre de la solitude à New York, et même Betsy. En réalité, tous les gens que fréquente Travis sont seuls, à la fois ses clients qui ont des relations malsaines avec des prostituées, ils n'ont pas de relations qui sont durables, donc au final ils sont seuls, mais également les autres chauffeurs de taxi qui parlent comme ça, mais juste pour parler, mais en réalité eux-mêmes sont seuls de leur côté, d'ailleurs ils sont souvent célibataires. Betsy qui travaille dans son QG de campagne est seule, même s'il y a un garçon qui essaye de lui parler tous les jours, mais vu qu'elle se désintéresse de lui, ben au final elle reste seule. Bref, tout le monde qui va évoluer dans cet univers souffre de la solitude, sauf qu'avec Travis c'est plus visible. Et en plus de souffrir de solitude, Travis n'a pas de but, il n'a pas d'objectif, il n'y a rien qui l'anime véritablement. Il y a une citation de Jean-Paul Sartre, profitez-en parce que je ne le cite pas souvent sur la chaîne, qui dit ceci, et on peut le juxtaposer à Travis. On n'est pas un homme tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose pourquoi on acceptait de mourir. Et c'est bien vrai dans le cas de Travis parce qu'il ne peut pas se sacrifier éventuellement pour sa famille, ni pour sa copine, ni même pour la communauté. Donc il n'a pas d'objectif. Et en plus, tout ceci est appuyé par sa solitude et par son insomnie, qui finissent petit à petit par fracturer son esprit. Mais il y a une chose qui anime Travis, c'est la possibilité de se mettre en couple avec Betsy. Il pense que Betsy, c'est la solution à absolument tous ses problèmes et que s'il devient son fiancé, à partir de là, il pourra entamer une vie normale. Mais tout ça, ce n'est qu'une illusion parce que ce n'est pas vrai. Et quand il va vivre cette désillusion complète et que Betsy va couper totalement les ponts avec lui, il va se dire que de toute façon, tout le monde est comme ça, tout le monde est animé dans cette ville par des sentiments les plus bas, par une forme de distance et surtout par une absence de connexion. Et là, il va se focaliser sur son second objectif, qui est la possibilité de laver la ville de New York de tous ses péchés et de devenir une sorte de justicier. C'est-à-dire que vu qu'il n'a pas réussi à avoir une vie normale, vu qu'on lui a refusé cette possibilité, eh bien, il va avoir une vie anormale, mais au moins il va être utile en essayant de laver la ville de New York de ce qu'il appelle la racaille. Travis, derrière son côté un peu bête et un peu naïf, il arrive à comprendre que Betsy souffre de solitude. Mais Betsy, de son côté, arrive à sonder Travis en disant que c'est un homme plein de contradictions. Et elle a raison. Pourquoi? Parce que Travis dit tout au long du film que New York est une ville où règne l'insécurité, la racaille et le crime. Et il pense qu'il est légitime pour devenir un justicier, donc commettre des crimes, mais lui, ça passe.
parce que c'est le justicier, parce qu'il est légitime pour faire ça. Donc constamment, Travis, il est tiraillé entre cette idée de la civilisation, d'être un individu civilisé avec des règles bien strictes, règles notamment issues du monde militaire, mais en parallèle faire preuve de barbarie pour justement consacrer cette civilisation. C'est-à-dire que Travis part du principe que parfois il est nécessaire d'entraver certaines règles, de faire preuve de barbarie pour justement consacrer cette même civilisation, pour que celle-ci puisse exister. Et en réalité, c'était pas loin de son travail de soldat, puisqu'en tant que soldat, il était capable de faire des choses terribles, mais justement pour consacrer cette civilisation. Il est toujours tiraillé entre les deux. Taxi Driver a eu également un impact culturel très fort parce qu'il représente parfaitement cette dichotomie entre la civilisation et la barbarie, qui est chère donc à la culture américaine et que l'on retrouve dans la plupart des œuvres, des films ou des romans qui appartiennent à cette culture. Et ça me fait penser à une citation de Denis Duclos dans le livre Le complexe du loup-garou. Je vous la cite. « La culture anglo-américaine s'inspire avec ferveur du meurtrier extraordinaire, parce qu'il lui renvoie son image de société extraordinaire. Il évoque pour elle les échos de ses propres légendes, porteuses de valeurs intériorisées, où la violence a toujours tenu un rôle central, à la fois désirée et redoutée. L'installation turbulente dans le Nouveau Monde a réactivé le problème immémorial du basculement toujours possible entre le guerrier et l'assassin, entre le soldat citoyen et hors-la-loi. Ce paradoxe entre la civilisation et la barbarie, c'est l'une des thématiques favorites de Norbert Elias dans la plupart de ses ouvrages. Donc Travis, c'est un funambule entre constamment la barbarie et la civilisation. À un moment du film, on voit bien qu'il a changé d'état d'esprit. C'est dû au fait que Betsy a décidé de couper les ponts et suite notamment à la discussion avec le Marie Candole. Il sait qu'à partir de là, il est légitime, lui aussi, pour faire montre de sa violence. Pourquoi il ne le ferait pas? Après tout, tout le monde le fait dans cette ville et lui, c'est pour un objectif qui est plutôt sain, c'est-à-dire sauver la ville de New York. Travis, il est excessif dans sa démarche. Il achète 4 armes directement, alors qu'au final, une seule aurait suffi. Et le véritable point de non-retour du personnage, c'est lorsqu'il tue le braqueur dans l'épicerie, parce qu'il le tue complètement de sang-froid, et on voit une scène assez surréaliste où l'épicier lui dit qu'il va s'en occuper comme s'ils allaient jeter les poubelles, alors qu'ils viennent de tuer un homme de sang-froid et que Travis, ce qui l'inquiète, c'est juste la possibilité d'être arrêté, mais ce n'est pas tant d'avoir tué un homme directement dans une boutique d'une balle dans la tête. C'est-à-dire que le processus de radicalisation de Travis est tellement allé loin qu'il est capable de tuer un homme comme ça de sang-froid et de le laisser en plan directement dans l'épicerie avec l'épicier qui lui dit en parallèle « T'inquiète, je m'en occupe », comme si c'était rien. C'est-à-dire qu'en plus de cela, dans cette ville, tout le monde accepte la décadence des valeurs. Et en réalité, Travis n'est pas le seul à faire montre de cette violence. Tout le monde le fait parce que c'est un New York sauvage. Il faut savoir se défendre et ce qui fait qu'au final, il y a une perte des valeurs parce qu'on se défend par rapport à un agresseur, mais au final, nous aussi, on tombe dans la barbarie. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et le fait de tuer un homme de sang-froid, eh bien, c'est plus grand chose au final. En réalité, on a parfois l'impression que Travis trouve des prétextes, à la fois tuer le sénateur Palatine ou sauver Iris. En fait, ce qu'il veut vraiment faire, c'est faire montre de sa violence. Pas tellement sauver New York, c'est qu'il est tellement animé par le ressentiment qu'il a besoin d'évacuer tout ça, justement par le biais de la violence en tuant quelqu'un avec ses armes à feu. En réalité, Travis, il ne veut pas sauver la ville de New York, il participe même à sa décadence en faisant montre lui aussi de sa violence et en faisant le raid directement dans le bordel où il va tuer plusieurs individus qui certes étaient des personnes abjectes, mais il participe là encore au climat d'insécurité de la ville de New York. Palatine, c'est un homme hypocrite, c'est un politique, son slogan c'est « Nous sommes le peuple » et à un moment donné du film, il y a toute une discussion par rapport à la typographie du slogan sur un flyers, mais en réalité, il est bien loin des problématiques de la ville de New York, c'est-à-dire qu'il se focalise sur des détails par rapport à sa campagne pour devenir président, mais à côté de ça, il y a des vrais problèmes dans la société, et notamment le retour de vétérans de la guerre du Vietnam qui ont été profondément traumatisés et qui ont été mis sur le banc de la société. Et on voit ça également dans le film d'Oliver Stone, né un 4 juillet. Les relations de Travis avec les femmes sont plutôt complexes, c'est-à-dire qu'il tombe constamment dans le complexe de la madone ou de la putain. Il a soit des relations avec la madone, c'est-à-dire Betsy, c'est elle qui déifie presque, qui est pour elle sur un piédestal, soit il a des relations, certes pas sentimentales mais de proximité, avec la putain
qui est représenté ici par Iris. Donc il est dans un extrême ou dans un autre à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est un homme plein de contradictions, même dans ses relations sociales, même dans ses relations avec les femmes. Alors la fin du film, elle est ouverte à de multiples interprétations. Pour certains, Travis est mort des suites de la fusillade, mais pour d'autres, il est encore en vie. Donc on va partir du principe qu'il est encore en vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est comme s'il était mort. On le voit à la toute fin du film, lorsqu'il regarde à travers le rétroviseur et que soudainement il semble agité, c'est que désormais Travis est un homme dangereux. Il est allé au bout du processus de radicalisation. Il a même été récompensé par la société puisqu'il est vu comme un héros. Et désormais, il va se trouver à chaque fois de nouveaux objectifs avec constamment cette idée de violence, cette idée d'user de la violence pour établir des injustices. Donc on comprend à la fin du film que Travis n'est absolument pas sauvé. Travis va continuer à mener cette vie, cette croisade de violence dans un New York qui va l'être d'autant plus parce qu'il va participer à tout ça. Mais attention, ce n'est ni une libération ni une rédemption pour le personnage. En fait, c'est comme s'il était mort sur ce canapé, dans la mesure où de toute façon il reste seul. D'ailleurs, on le voit bien, puisque certes, il a été le héros de quelque temps sur des couvertures de journaux, et en plus de ça, il a reçu une lettre de la famille d'Iris, mais au final, il reste seul. La famille ne vient pas le voir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sa famille, à lui, n'est pas venue directement à New York suite à son coma. Bref, il reste seul. Il reste seul avec le même métier, sauf que cette fois-ci, il a embrassé cette idée de violence et la possibilité d'en faire montre. Peu importe les interprétations par rapport à la fin du film. Est-ce que Travis est mort ou pas? Parce que dans tous les cas, le résultat est le même. C'est un mort-vivant. Il est là, il fait son métier, il va être toujours plus abruti par l'insomnie, les années vont passer, il va répéter le cycle et il va se lancer à chaque fois dans des objectifs en quête de violence, dans des buts qui seront à chaque fois éphémères parce qu'une fois que ça sera consommé, une fois qu'il aura commis son crime, eh bien ça va se calmer pendant un temps et ça va revenir. C'est un film qui a eu un impact culturel très fort dans la société américaine puisqu'en 1981, John Hinckley a essayé de tuer le président des États-Unis, Ronald Reagan, notamment pour attirer l'attention de Jodie Foster, qui joue le rôle d'Iris dans le film, parce qu'il était complètement obsédé par elle et qu'il harcelait constamment. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons!